Et pourquoi au final t'as fait ni l'un ni l'autre? Est-ce que tu penses que les gens te voient comme tu es vraiment? Le Kenya, tu pourrais y vivre? Et t'as quel souvenir de Chicago? Et je m'étais fait un poster LinkedIn et j'étais allé dans les rues avec mon poster. Et salut Duncan. Hello Pierre. Merci d'être venu avec un peu de retard quand même. Mais à peine. Ça fait partie du personnage, je crois. Ouais. Déjà, alors, est-ce que tu peux dire à la France entière comment se prononce ton prénom? Ah, mon prénom. À la française, Duncan. Ok. Après, j'ai vécu aux États-Unis, donc là-bas on dit Duncan. Donc tous les gens qui me disent Duncan, en fait, je les corrige pas. Et des fois, il y a des gens, c'est limite des potes. Je leur ai jamais dit que j'avais l'habitude qu'on dise Duncan, et ils m'ont toujours appelé Duncan. Et après, ils disent putain, mais t'aurais pu me dire quand même. Et tu les corriges pas? Okay. Non, je corrige pas les gens. En fait, je me rends à peine compte. Vu que tous mes potes des US, ils m'appellent Duncan. Pour moi, ça me va aussi. Enfin, pour moi, c'est juste aussi, tu vois. J'allais te demander combien de fois par jour tu reprenais les gens sur ton prénom, donc zéro. Du coup, je les reprends pas, sauf les gens qui vraiment disent un truc catastrophique. Des fois, les gens qui, vu qu'ils connaissent pas le prénom, ça ressemble un peu à Vincent. C'est le prénom le plus proche que des fois on me dit, mais bon, bref. Moi, le seul Duncan que je connais, c'est Tim Duncan. Ouais, voilà. J'en connais pas. Tu connais l'origine du prénom? Ouais, c'est celte. Je crois que c'est mon père qui aimait. Il y avait je crois que c'est un roi celte, et puis il y a un livre aussi où il y a un héros qui s'appelle Duncan. Et voilà. Ok. Ça vient de là, mais. Donc, j'explique le concept de l'émission. Ouais. T'es le premier invité. Je suis content que ce soit toi, d'ailleurs, parce que t'es un bon client, comme je pense. On m'a souvent dit de t'inviter. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais... écoute, on m'a souvent dit de t'inviter parce qu'on m'a dit que à des proches, je leur faisais penser à toi. Donc, pareil, je sais pas si c'est un peu comme ça. Je suis pas sûr, alors. Mais donc, le but, c'est j'invite des athlètes et c'est de parler de tout sauf du sport en question. Tu vois. Parfait. C'est inspiré de Small Talk de David Castello-Lopez, pour ceux qui connaissent. Ok. Donc, je te pose des questions, tu réponds pas, tu peux retourner, c'est comme tu veux. Ok. Quel type d'enfant tu étais, tiens? Quel type d'enfant? Waouh. Pour le coup, c'est large. Niveau quoi, caractère? Ouais, caractère, ouais. Ça dépend. Je dirais que quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être un peu plus réservé, on va dire, par rapport à maintenant. Je pense qu'avec le temps, déjà, tu sais, même à l'école, moi, quand j'étais vraiment petit, primaire et tout, je me souviens, il y a des trucs, je me faisais bisuter et tout. Donc, tu sais, t'es en primaire, en plus, quand tu changes d'école et tout, les enfants sont nouveau. Violents, les enfants sont durs. Ouais. Et puis c'est pareil, quand tu changes de sport, moi j'ai fait du ski alpin, du ski de fond, et surtout quand tu viens de la ville, ceux qui viennent de la montagne, c'est pareil, il y a du bizutage. Donc tu vois, au début, et après, tu fais tes traces, tu finis par te faire des amis, mais c'est souvent les nouveaux, les plus faibles qui se font bisuter. Et voilà, du coup... tu changeais souvent, donc t'avais pas le temps de t'adapter, quoi, presque. Au ski de fond, ouais, voilà, c'est ça, même le saut à ski et tout. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de sport. Je viens de Grenoble, de la montagne, sauf que moi, je venais de Grenoble même. Et les gens qui faisaient de la compète de ces sports, quand même, c'était beaucoup des gens de la montagne. Donc, toi, tu viens de la ville. Ils vous méprisaient et tout. Ouais, complètement. Donc, t'as pas trop d'amis, donc t'as pas trop confiance en toi. Donc, je dirais que petit, j'étais plus introverti, que j'avais pas trop confiance en moi. Après, j'ai toujours été à l'arrache. Ouais. Ouais. À ce niveau-là, ouais. Ok. Ouais, c'est en ça, je pense qu'on me dit que je te ressemble un peu. Ouais. Ouais. Et t'étais bon élève, toi? Non, je pense que j'étais un peu un cancre. Je pense que j'avais plutôt des facilités, mais j'ai jamais bossé. À l'école? Ah oui, parce que je disais facilité. Ah, mais tu parles de facilité, je savais pas à quoi tu parlais. Ouais, non, c'est vrai. Vu qu'on parle pas de course à pied, je me suis dit, j'allais pas rentrer dans le facilité en quoi. Non, je parlais de ça, ouais. Ah, à l'école, c'est bien ça. Ouais, je pense que j'avais plutôt des facilités, mais bon, j'étais du genre à avoir des avertissements comportement. J'avais fait, pour te dire, en 5e, je traînais avec le plus gros cassos du collège, et en cours de technologie, il m'avait demandé, vas-y, on avait des fils à dénuder avec de l'électricité, et il m'avait dit, vas-y, t'es pas capable de mettre ça dans la prise, tu vois, on savait que c'était un peu dangereux, et du coup, vas-y, moi je m'en fous, tu vois, et du coup je l'avais fait, et ça avait fait disjoncter toutes les classes. J'étais retrouvé à me faire virer de la classe. J'avais pas on avait des carnets de correspondance, on avait des mots, mais sauf que moi je le perdais à chaque fois, donc j'en avais même pas. Pourtant, en plus j'étais dans un collège privé, on s'était fait virer, mais souvent c'était
En fait, ils voulaient même virer celui avec qui je traînais, parce que lui, c'était un vrai cassos et qui avait la tête vraiment du mauvais élève. Moi, j'avais plutôt la bonne tête, la tête de l'enfant sage, un petit peu, tu vois. Et du coup, voilà, moi, j'avais souvent des trucs. J'avais une prof qui m'avait dit, t'as une tête d'ange, mais t'es un petit con, un truc comme ça. Un petit démon. Ouais, mais même un petit. Non, j'avais des profs qui m'adoraient et d'autres qui me détestaient. Prof de maths qui m'avait dit en 5e, qui m'avait dit tu mérites pas tes notes, des trucs comme ça. Ah oui. Ouais, j'étais du genre un peu comme ça, on va dire. Et tu devais être du genre à oublier tes livres, toi, je te vois bien comme ça. Ouais, j'oubliais tout, c'était un cas. Enfin, et puis ça m'était égal, donc voilà. Je pouvais me faire coller et oublier d'aller en heure de colle. Mais j'ai jamais eu de trucs très graves. Je me suis pas fait virer d'un collège ou quoi que ce soit. J'ai toujours été à la limite. J'ai fini par avoir mon bac et tout. Mais c'était des conneries gentilles, quoi, de négligence, quoi. Ouais, des conneries pour, en fait, le but pour amuser la galerie, quoi. Pour rigoler, quoi. Pour m'occuper, en fait. J'aimais pas écouter les profs, donc j'avais envie de m'amuser et de faire rire les autres. Et tu voulais faire quel métier à cette époque-là ? Quand j'étais plus jeune, il y avait 2 métiers qui me faisaient envie, c'était vétérinaire et astronaute. Vétérinaire parce que j'adore les animaux, et astronaute parce que j'ai toujours eu peur de l'infini. Et en fait, je suis attiré par ce qui me fait peur, un peu c'est ça un peu qui me stimule. Ah ouais. C'est pour ça, même dans le sport, dans la course à pied, les trucs un petit peu impossibles, tu vois, comme, je sais pas, battre ses records, aller faire des trucs qui te semblent impossibles, ça fait un peu peur, et c'est aussi ça qui me stimule. Ah ouais, bah tu vois, aussi. Moi c'est con, mais j'ai peur des serpents. Ouais. Mais j'aimerais bien qu'on m'apprenne à en attraper un justement parce que j'ai peur. Ouais. Ouais, c'est moi les trucs qui me font le plus peur, c'est les trucs qui m'attirent le plus. Et pourquoi au final t'as fait ni l'un ni l'autre ? Parce que vétérinaire, j'avais pas envie. À ce moment-là, je courais quand même pas mal et je m'étais dit la rigueur et le travail que ça allait me demander allait m'obliger un peu à mettre mon sport de côté. Moi, j'ai des parents médecins, je sais ce que c'est que de travailler pour des études un peu comme ça. Et au final, aujourd'hui, on voit qu'il y a des personnes, même en athlète, comme Yann Schrub, comme même les frères Graff, qui ont fait médecine et qui arrivent très bien en sport. Mais ouais, moi, j'étais parti du principe que les deux n'étaient pas forcément compatibles. Et astronaute, c'est pareil, ça doit demander des études d'ingé, ça doit demander de travailler. Et voilà, et j'avais pas cette volonté-là. J'avais pas envie de. En fait, j'étais à ce moment-là, moi, en fait, je me mets à fond dans un truc quand je suis passionné par un truc. Donc, à ce moment-là, j'étais passionné par la course à pied, donc par le sport. Donc, je m'entraînais. Et à côté de ça, tout ce qui était un peu intellectuel, je m'en foutais. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, c'est un peu différent. Genre, la course à pied, je suis à un stade où j'en ai un peu marre. Je me suis mis dans les échecs. Et je peux travailler les échecs ou jouer aux échecs pendant des heures et des heures, voilà, en oubliant la course à pied, tu vois. Mais moi, c'est un peu comme toi, tu vois, les trucs que j'aime, je vais y aller à fond. Ouais. Et il y a un truc que j'aime pas faire, j'arrive pas à le faire, quoi, mais zéro. Ouais. Ça me parle, ouais. Moi, je suis un peu tout ou rien aussi. Et t'as pas une sœur qui est médecin aussi ? J'ai 2 sœurs qui sont médecins, ouais. Ok. Ouais, j'en ai une qui fait de la CMF, de la chirurgie maxillofaciale, qui est à Marseille, et la deuxième, la plus petite, qui est ophtalmo à Nantes. Et comment c'est de grandir dans un milieu de médecin et de pas l'être ? Il devait à la fois s'attendrir pour toi d'être différent et... Non, je sais pas, mais il n'y a pas trop eu de... après, c'est vrai que du coup, nous, à la maison, ça parlait toujours... je connais un peu, j'ai des termes médicaux sur pas mal de trucs. Enfin, voilà, on va dire certains basiques et même certains trucs qu'au final, les gens ne savent pas, des termes un peu techniques que je connais juste parce que j'ai baigné là-dedans. Mais non, mais moi, j'aime un peu ce qui est nouveau, ce qui est... Donc, par rapport à ça, ça me faisait pas tant envie, tu vois. C'est pas tant que je voulais pas suivre le chemin de mes parents, c'est plus que j'aime la nouveauté, j'aime découvrir. Et c'est vrai que pour moi, la médecine, même s'il y a plein de trucs différents, voilà, mais c'est pas le premier truc qui m'attirait. Même si je pense que c'est des super métiers. Ok. Mais voilà. Et avec du recul, t'aurais aimé faire autre chose, te dire, tiens, j'aurais dû faire vétérinaire ou astronaute ? Oui et non, parce qu'après dans tout il y a des trucs qui te font envie, d'autres qui te font moins. Enfin, je sais pas, moi je suis pas du genre à me dire, je suis pas du genre à avoir des regrets sur ce que je fais. Moi, quand je fais un truc, je le fais et je sais pourquoi je le fais et je suis pas du genre à regretter. Ça m'est déjà arrivé de regretter les trucs, mais pas beaucoup, non. Non, quand même, je pense que moi, entre guillemets, même j'ai travaillé aux États-Unis, à Chicago. J'ai fait d'autres choses que la course à pied, ça m'a plu aussi. J'avais arrêté l'athlète pendant un moment.
j'ai essayé, même à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je veux voir ce que c'est que de beaucoup travailler. Et j'avais, à Chicago, j'ai eu un boulot. Et après, je me suis dit, vas-y, je veux voir ce que ça fait que de très bien gagner sa vie. Et en fait, j'avais eu un boulot et je m'étais pris un deuxième boulot de nuit. En fait, je travaillais 8h, 18h. Et après, je m'étais trouvé un autre boulot qui me faisait 19h. Et des fois, c'était minuit. Des fois, c'était même 1h du mat. À Chicago, ça? Ouais, à Chicago. Ouais. Et pendant une période, je bossais. Du coup, je gagnais très bien ma vie. Et je bossais énormément juste parce que j'avais envie de découvrir. Après, j'ai arrêté le deuxième boulot parce que je trouvais que c'était un peu lourd. Et après, j'ai voulu en plus recommencer à courir. Donc, ça me permettait de recourir un peu. Mais ouais, j'ai essayé des choses différentes. J'ai pas fait que de la course à pied. Et même dans la course à pied, j'ai été épanoui, quoi. Même, moi, quand j'ai fait 2h09 sur le marathon, devant mon frère jumeau qui était limite en larmes, devant mes meilleurs potes qui étaient venus me voir. Ah oui, c'est vrai que t'as un frère jumeau, oui. Ouais, j'ai un frère jumeau. Et voilà, c'était, en plus, celui, il est très dans les émotions, tout ça. Moi, je le suis beaucoup moins, mais du coup, tu vois ça, à la limite, tu réalises plus à travers l'autre que ce que t'as fait, c'est bien, tu vois. Et ça, c'est des trucs que tu vis presque nulle part ailleurs. C'est quand même quelque chose qui est un peu particulier, on va dire, être athlète. Tu vois, quand t'arrives à faire partie des meilleurs, bah, au final, tu vois, t'as une pression, mais à l'arrivée, t'as une satisfaction qui est folle, et t'as un peu un travail, entre guillemets, d'entraînement qui est un petit peu, on va dire, caché. Tu vois, on dirait presque, on pourrait dire, putain, c'est facile parce que, entre guillemets, tu gagnes ta vie juste en faisant des courses qui prennent 2 heures, tu vois, ou 2 heures sur marathon, mais ceux qui font du 1500, 3000, 5000, c'est encore moins, mais voilà, et ouais, t'as tout le travail qui est un petit peu caché. En fait, c'est grâce à ce travail que tu vois un peu la récompense derrière. Enfin bon, je voudrais vous dire. Et tu parlais des échecs. Ouais. Est-ce que tu t'es fixé un objectif, te dire tiens, ça me plairait de faire telle compète, toi qui es jusqu'au boutiste? Ouais, je commençais à. Pour l'instant, je joue presque que en ligne. En fait, je me suis dit, j'ai envie de faire des compètes à partir du moment où j'ai un réel niveau. J'avais pas envie d'arriver à une compète et à me faire dégommer au premier tour. En plus, c'est un truc, je trouve que c'est une activité, c'est un sport intellectuel qui met beaucoup ton ego un peu en. Je trouve que c'est encore plus que dans la course à pied, c'est très frustrant de perdre. C'est très dur de perdre parce qu'il y a un côté où quand tu perds, ça donne l'impression, même si c'est qu'une petite forme d'intelligence, mais que l'autre est plus intelligent que toi. Alors qu'en fait, c'est comme tout. Ah ouais, ok, ça te blesse. Ça blesse ton ego. Je trouve ça très très dur de perdre aux échecs. Ouais. Et du coup, là, je suis sur une phase où je m'entraîne, je progresse et voilà. Et après, quand j'aurai un bon niveau, je ferai des compètes, ouais. Ok. Après, un bon niveau, tout est relatif, parce que quand tu regardes les meilleurs internationaux, justement, c'est comme tout, je m'y suis pris trop tard si je voulais en arriver là, mais déjà là, j'ai commencé à mes 30 ans, tu vois, j'ai 32, 33 à la fin de l'année, et voilà, et j'ai bien progressé, mais je suis encore loin d'avoir un excellent niveau. Il existe un sport, tu sais, où ils alternent boxe, chess boxing, ouais. Tu peux pas faire la même chose, course à pied, un 1500 et un jeu d'échecs. J'y ai pensé plein de fois, je me suis lancé ça, bah ouais. Ça serait cool, en fait, parce que, pour être honnête, c'est ma petite sœur qui m'a un petit peu lancé dans les échecs, la plus petite des deux, celle qui est ophtalmo. Elle m'a dit, mais tu fais de la course à pied, c'est dommage, tu ne stimules jamais ton intellect, tu vois. Et voilà, et j'ai dit, je suis sûr que les échecs et tout, c'est un truc, ça te plairait et tout, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté, moi je pense que j'ai quand même pas mal d'ego, il y a un truc assez compétiteur, et les échecs, il y a un petit côté, je trouve il y a un petit côté un peu concours de quéquette, en mode, vas-y, je t'ai battu aux échecs, je suis plus intelligent, tu vois. Ouais. Et même si c'est pas vrai, il y a une petite part où ça te fait penser ça, et ça m'amuse. Ouais. Et la course à pied te blesse pas, alors que c'est la même chose, mais physique. Si le gars te bat, c'est-à-dire que physiquement, il est meilleur, tu vois. Mais t'es plus blessé par l'ego intellectuel. Je pense qu'au final, dans la vie, même si moi je suis athlète, j'accorde plus d'importance finalement aux capacités intellectuelles qu'aux capacités physiques. Ah ouais. Peut-être que ça m'impressionne plus. Ouais. Ok. Je sais pas. Et comme métier à Chicago, t'as fait quoi? J'ai fait du marketing et de l'événementiel dans une boîte de cuisine de luxe. C'était une des plus grosses boîtes au monde d'équipements de cuisine professionnels et résidentiels qui vendent des cuisinières, des trucs comme ça. Je travaillais avec... du coup, il y avait c'était un showroom
on était en live, enfin en gros où les cuisines étaient, je dis en live parce qu'en anglais on dit ça quand les cuisines sont fonctionnelles, où on préparait même à manger, on faisait des événements en collaboration avec différentes marques. Par exemple, il y avait La Cornue qui est une grande boîte de châteaux, ça s'appelle des châteaux, c'est des cuisinières françaises. Et par exemple, on va faire avec Chanel, on va faire une sorte de collaboration pour faire un événement et on va inviter des designers, des revendeurs, des architectes, et eux, en fait, on leur vend rien directement. Eux, ils vont profiter de l'expérience. Tu vas leur parler un peu des brûleurs, tu vas leur parler des fours, des convection, enfin j'ai même pas les termes en français parce que ça, je l'ai appris qu'en anglais, tu vois. Parce que je sais même pas comment ça se dit en français, mais à l'intérieur, les trucs qui tournent, les convection, bref. Ouais, bon, je sais pas, mais bon, peu importe. En fait, toi, tu leur parles des nouvelles technologies. C'est un peu comme les activations en course à pied, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est comme si, en course à pied, je gérais des trucs de... Et tu fais venir les influenceurs, les spécialistes. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, eux, ils vont conseiller les architectes, forcément, aux gens de prendre tel ou tel produit parce qu'ils ont eux-mêmes aimé l'expérience, parce qu'ils s'y croient eux-mêmes. Et pareil pour les revendeurs. Les revendeurs, en fait, quand ils sont dans un magasin, même si c'est le client qui veut tel ou tel truc, le revendeur, il est jamais complètement... il est toujours subjectif, en fait. Oui. Lui, il va préférer des trucs. Donc, il va plus facilement, s'il a une expérience de malade avec un grand chef cuisinier à tel endroit et il a kiffé ce que tu leur as dit, derrière, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vendent. Donc, en fait, c'était du marketing indirect, de la vente indirecte, quoi. Et ça me fait rire d'y penser, mais je t'imagine pas du tout là-dedans, quoi. Comment t'en es venu à... Bon, au final, c'est un peu du hasard. J'ai été en fait, donc j'ai fait mes études à côté de Los Angeles. Ah ok, ouais, t'as fait tes études. Ouais, j'ai fait. Je suis parti, j'ai eu une bourse sportive. J'étais à CBU. D'accord, ok. Il y en a d'autres qui sont allés dans ce univ. Après, il y a quelques autres Français aussi avant, mais surtout après, il y en a pas mal. Et c'était à la fin de mes études. J'ai eu un MBA, un Master of Business Administration, et j'avais un OPT, c'est des visas de travail d'1 an. Et j'avais le droit de m'en servir, et j'avais envie de changer, enfin j'en avais marre de la Californie, je voulais changer d'endroit, découvrir quelque chose de nouveau. J'avais acheté une voiture, j'ai traversé du coup toutes les États-Unis en voiture et je me suis dit vas-y, je vais aller à Chicago. C'était une des seules grandes villes que je connaissais pas et on m'avait dit du bien, parce que j'avais visité New York, vu que j'étais 3 ans là-bas, j'ai eu l'occasion un peu de voyager. Je m'étais dit vas-y, je vais aller à un endroit, je connais personne, je connais rien, je vais aller un peu à l'inconnu. Au début, en fait, je suis allé comme ça, j'avais rien, nulle part où loger. J'ai dormi pendant plus d'1 mois dans ma voiture. Ah ouais. Puis il a commencé à faire froid. Et il fait froid à Chicago. L'hiver, il fait froid. Au début, il a commencé à faire froid. Ça inquiétait mon père. Je lui ai dit non, mais c'est bon, pas de souci, je veux pas d'argent, je vais me débrouiller par moi-même à ce moment-là. Et voilà. Et du coup, j'arrivais pas à trouver un boulot, c'était galère. Parce qu'en fait, quand t'es français et que t'as un visa que d'1 an, ça intéresse pas énormément les boîtes parce qu'après, pour essayer parce que ce qu'ils veulent, c'est miser sur du plus long terme. Et du coup, après, c'est compliqué pour avoir des visas. Ça demande... ça coûte beaucoup d'argent. Et en plus, t'es même pas sûr. Enfin, tu dois avoir un avocat. Et du coup, ils préfèrent prendre des Américains ou des gens qui ont la green card, quoi. Enfin, des gens qui peuvent bosser sur le continent à durée, entre guillemets, indéterminée. Ouais. Et du coup, je me suis fait un poster géant, un LinkedIn. Je m'étais fait un poster LinkedIn et j'étais allé dans les rues avec mon poster à me vendre avec avec mon marketing et avec mon bachelor, ma licence en marketing et finance et mon MBA. Voilà, j'étais allé dans la rue comme ça. Pour me vendre et voilà, et au final je me retrouve à rentrer dans le Merchandise Mart. Quelqu'un de la boîte t'a repéré dans la rue? Même pas, c'est un jour je vais dans une sorte de truc un peu iconique juste pour visiter, et là je vois un peu tous ces showrooms et tout, je savais pas ce que c'était, et là il y avait du coup un des showrooms où ils allaient faire un talk justement pour présenter un livre de cuisine. Ouais. Et ils avaient invité la personne qui avait écrit le livre, il y avait 1 ou 2 personnalités et tout. Et le mec qui est le directeur artistique en fait qui était là, et je sais plus, il m'avait parlé et je lui ai dit que je cherchais un boulot. Je lui ai dit je suis même pas sûr, j'avais même pas ma truc LinkedIn avec moi, mais bon, je lui ai raconté, ça l'avait amusé. Je lui ai montré vite fait sur les photos que j'avais de ma pancarte, et voilà, et lui ça lui a plu.
Et au final, il m'a invité à être dans l'audience pendant leur show là, avec le truc de cuisine. Il m'a posé quelques questions à la fin, ça lui a plu. Il s'est dit, vas-y, peut-être que nous, on peut voir, entre guillemets, peut-être pour t'embaucher, viens faire un test la semaine prochaine. Voilà, j'ai fait un test, au final, j'ai été embauché. Et t'as quel souvenir de Chicago? Tu as fait des fêtes J'ai adoré. Chicago, pour moi, c'est la plus belle ville au monde. Ah ouais? Elle est magnifique. Les gens qui vont à Chicago, même là, cette année, j'y étais pour le marathon de Chicago. Et les gens qui étaient pour la première fois, ils ont dit, mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Au niveau architectural, les bâtiments, ils sont hyper jolis. Le seul inconvénient, on va dire, c'est l'hiver, c'est un petit peu mort. Parce qu'il fait très froid. L'année où j'y suis allé, il y avait un polar vortex, c'était une vague de froid qui arrivait du pôle Nord, j'imagine. Et il a fait moins 45 à un moment donné. Ils avaient été obligés de fermer, ils avaient tout fermé, comme pendant le Covid où tu fermes tout. Là, ils ferment quand il fait trop froid, parce que c'était dangereux c'est dangereux soi-disant d'aller dehors, même pour tes poumons. Et voilà, donc l'hiver c'est un petit peu mort, mais l'été il y a énormément d'activités, il y a des marchés de partout, des activités de partout, il y a... Et on a toujours l'image des gangs et tout. Mais en fait, c'est comme... pour le coup, tu vois, je viens de Grenoble. Et on dit que c'est Chicago. Pareil, donc on dit souvent que c'est le Chicago français. Ouais, moi, il y a un truc, c'est qu'en fait, moi, je fais pas trop attention à ces trucs-là. Je m'en fous un peu déjà. Mais en plus de ça, je pense que c'est dans des quartiers, c'est dans des coins. Je crois que c'est le sud de Chicago. Mais Chicago, c'est relativement grand. C'est quand tu sors vraiment de Chicago... Puis c'était quand même dans les années 90 où il y avait quand même beaucoup d'homicides, je crois, à l'époque. Ouais, mais c'est pareil. Je pense que les homicides, ils passaient pas en plein centre de Chicago. Ouais. C'est comme... tu vois, proportionnellement, je trouve que quand tu vois presque Marseille, je trouve que ça, quand t'es vraiment dans Marseille, ça craint finalement plus. Chicago, quand t'es vraiment dans le centre, ça craint pas. Une fois, j'étais allé, en fait, je m'étais retrouvé justement aller dans le sud parce que là où ça craint, sans savoir au début, parce que je voulais prendre un lit. En fait, j'avais trouvé un lit sur le Bon Coin et j'étais descendu. Et en fait, je me retrouve dans des quartiers et je voyais les gens et je me disais, oulala, c'est hyper chelou là où je suis. J'étais comme ça à pied, à vélo et je me disais, oulala, j'avais l'impression que ça craignait. Mais pour moi, j'étais même plus à Chicago, quoi. C'était relativement loin. Tu sais, moi, à Valence, pour aller y courir comme toi. Valencia en Espagne. Valencia, ouais. Je me dis toujours que ça me fait penser un peu à Chicago. Il y a des espèces de bâtiments en briques rouges. Tu connais Chicago, du coup, tu es déjà allé? Non, mais je connais par la télé, tu vois. Ça te fait pas penser à ça? Non, pas trop. Non, Chicago, c'est quand même... ouais, non, mais dans l'esprit, ça me fait plus penser à New York, on va dire. Chicago, c'est quand même au niveau des buildings, c'est quand même... et c'est tout carré et tout, non? Justement, ce qui est sympa dans Chicago, c'est qu'au niveau de l'architecture, c'est assez varié. Ouais. Après, il y a des immenses buildings, il y a des grandes tours. Moi, quand je vois des photos, j'y suis jamais allé, mais ça me ferait presque penser un peu à Hong Kong, tu vois. Ah ouais. Enfin, je trouve qu'il y a des immenses... En fait, il y a quand même des grandes tours, c'est quand même des... Ouais, c'est une grande ville quand même. Hein. Ouais. Donc, non, Valencia, c'est quand même... En plus, il y a mon frère qui habitait là-bas. Enfin, j'y suis allé pas mal de fois, mais... Ouais, mais tu vois, Valencia, ça fait pas ville, je trouve, espagnole typique, justement. Ouais, ça fait ville moderne, un peu... Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais... C'est pas Séville, quoi. Faudrait que tu ailles à Chicago, je pense que tu changeras quand même un peu d'avis. Ouais, mais je compte bien faire le marathon à Chicago. Mais franchement, ouais. Tu t'es remis à courir, je crois, quand t'étais à Chicago, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que c'était pour fuir ce boulot de... Que je me suis remis à courir? Non. C'était dans un premier temps, c'était... donc mon boss là-bas savait que j'eus couru, quoi. Mais que je courais dans le passé, juste avant même de venir. Et en fait, il y avait le marathon de l'entreprise, le semi-marathon de l'entreprise qui était dans le Mississippi. Qui était en fait là où il faisait l'endroit un peu paumé, mais en fait là où il y avait l'usine. Et voilà, et du coup, c'était d'une partie des cuisines qui s'appelait Viking, et il y avait leur semi-marathon, et ils m'ont dit, ça serait cool que tu ailles courir, que tu représentes la boîte et tout. Et il m'a dit, ouais, si on fait ça, on te fait une sorte de t-shirt personnalisé. Au final, du coup, je m'étais retrouvé sponsorisé par la boîte avec le t-shirt Viking, et j'y suis allé, et du coup, il fallait que je me prépare un petit peu. Mais c'était 2 semaines après, hein, donc je me suis préparé pendant 2 semaines pour te dire. En plus, je m'étais mis un peu la muscu. J'avais pris, par rapport à là, j'avais pris peut-être 10 kilos. Donc c'est déjà pas mal. Mais en plus, 10 kilos, à la limite, tu prends 10 kilos, mais parce que tu fais du vélo, que c'est vraiment du bas du corps. Moi, j'avais fait que des pompes, des trucs comme ça.
Et j'avais trouvé ça dur. Je crois que j'avais fait 1h14 sur le semi. Enfin bon, pour pas mal de gens, c'est pas mal, mais quand t'as fait 2,9 sur marathon, tu vois, 1h14. Ouais, mais sans prépa là et tout. Ouais, sans prépa. Et j'avais souffert. J'étais quand même parti parce que t'as forcément un peu un passif qui fait que tu vas quand même partir sur un rythme correct. Je crois que j'étais passé au 10 kills en un petit 32 minutes quand même. Et après, en fait, j'étais incapable de courir un semi-marathon. Enfin, incapable, du coup, je l'ai fait. Ouais, j'ai fait peut-être 6-7 km avec des jambes complètement de bois. Je l'ai gagné parce qu'il n'y avait pas grand monde. C'était pas un semi-marathon qui était facile. Il y avait un peu. Mais voilà. Du coup, ça m'a relancé. Après, ils m'ont dit, mais c'est trop bien. Ils ont adoré. Ils m'ont dit, attends, il y a le Corporate Challenge. Faudrait que tu cours la course pour nous représenter. Il y avait plus de 20 000 personnes au départ. Et voilà, et du coup, je me suis retrouvé à avoir l'entreprise qui me pousse à faire des courses le week-end pour représenter la boîte. Et ça t'a redonné goût, quoi. Et ouais, et là, à partir de là, je me suis dit, ça me fait quand même du bien, en plus du boulot de courir. Et à partir de là, du coup, j'étais du coup, toute la journée, je bossais debout, parce vu que c'est de l'événementiel, t'es presque jamais assis. Et après, j'allais courir le soir et je courais une seule fois par jour, mais je m'étais mis à faire juste du long. Je faisais sortir entre 20 et 30 km. Je faisais pas de séance, je faisais presque que du seuil. Je faisais même pas de footing, je courais comme je voulais. Je faisais que du seuil. Toutes mes sorties, c'était genre 3,30 au kill et voilà. Et t'as fait la fête pendant toutes ces années ? À Chicago, juste avant Chicago, c'est là où j'ai fait le plus la fête, quand j'ai vraiment arrêté de courir, que je finissais mon master et que il y avait des étudiants français, des gens qui bossaient, qui étaient là en semestre d'échange, des trucs comme ça. Et là, je faisais la fête pas mal. Ouais. Et après à Chicago, quand tu bosses, quand j'avais les deux boulots, là, je faisais pas la fête parce que j'étais éclaté. Je rentrais chez moi quand j'avais deux boulots. Vu que je finissais en fait à 1h, 2h du mat et que je reprenais à 8h, je bossais, parce que ça demandait, c'est de l'événementiel, mais ça demandait de présenter bien, donc j'étais en costard. Ouais. Et voilà, c'est un peu, costard, moi je trouve pas ça méga confortable, mais je me souviens que le soir, il y a des fois j'étais tellement fatigué que je rentrais, je m'allongeais sur le lit, j'enlevais même pas mes chaussures. Et je m'endormais avec la cravate, avec le costard, avec la veste de costard, les chaussures. J'étais comme ça sur le lit et j'étais réveillé par le réveil le lendemain matin. Ouais. Donc là, je fortais pas trop à ce moment-là. Et cette voiture, t'en as fait quoi ? Cette voiture, je l'ai revendue. Tu l'as revendue ? À Chicago. En fait, j'en ai pas eu. À Chicago, je n'avais plus besoin. Ouais. Donc après, je faisais tous les déplacements à vélo, même l'hiver quand il faisait froid. Je trouvais ça cool de traverser la ville à vélo. Tu voyages pas mal. S'il y avait une ville, t'as dit que Chicago était la plus belle du monde, s'il y a une ville dans laquelle t'aimerais vivre ? Séville. Séville. C'est marrant, c'est que c'est là où j'ai fait mon record sur marathon, mais j'y ai pensé, ouais. Séville, Elle est magnifique, cette ville. Ah ouais, c'est incroyable. Et c'est paisible, il fait beau. C'est plus beau que Valence, hein. C'est plus beau que Valencia, Séville. Ouais. Après, c'est l'inverse de Chicago. C'est qu'apparemment, vivre l'été, c'est une ville où il fait très chaud et il n'y a pas la mer. Et oui, t'es dans la terre, ouais. Alors que Valence, il fait chaud, peut-être un chouille moins, mais il y a la mer quand même. Ouais. C'est l'argument de mon frère quand il vivait en Espagne et je lui disais, moi je préférais vivre à Séville. Il me disait, Séville, il n'y a pas la mer. Mais voilà, Séville, très belle ville. Et t'y vas souvent ? Et t'as des attaches un peu dans toutes ces villes ? Chicago, si t'y vas, tu connais encore des gens à Séville, Valence ? Après, moi, je suis du genre, j'aime bien voir les gens, mais je suis pas très message et tout, donc je parle pas beaucoup aux gens à distance. Mais oui, il y a des gens avec qui je me suis hyper bien entendu. En l'occurrence, mon boss, là, quand je suis allé au marathon de Chicago, donc ça s'était mal passé, j'ai abandonné. Mais je devais rentrer. Je pomme mon passeport. Je sais pas quand je me débrouille, je crois que je l'ai laissé dans le taxi. C'est une histoire compliquée. Avant la course, j'ai eu des galères parce que j'avais eu mon dossard en last minute, donc j'étais j'étais dans le programme élite, mais sauf que tous les élites étaient à l'hôtel. À l'hôtel, sauf qu'à l'hôtel, donc en fait, avant la course, ils vérifient tes chaussures, il y a les potentiels contrôles antidopage, il y a tout. Et en fait, moi, j'étais censé être dans ce programme-là, mais vu que j'étais en last minute, j'étais pas dans l'hôtel. Donc, je devais aller à l'hôtel, mais eux, ils avaient leur dossard à l'hôtel. Pour les contrôles, fallait que tu y ailles. Non, j'avais dû y aller non, parce que j'avais des papiers à remplir. Ouais. J'avais dû y retourner, même le matin, parce que ils ont contrôlé nos sacs, parce qu'ils font jamais ailleurs. Je me suis dit, c'est peut-être parce que c'est un major ou tout, mais il fallait que j'assiste aussi à la réunion avec les Pacers, qui était aussi la veille. Donc, en fait, je devais à chaque fois y aller, sauf que moi, mon dossard était quand même à l'endroit
de la remise des dossards classiques. Mais en fait, moi, je suis arrivé à Chicago depuis le Kenya 2 jours avant. Tout était la course. Et je me suis retrouvé à devoir prendre mon passeport à tel endroit. Et je crois que je l'ai oublié dans le Uber. Okay. Bref. Et comment t'es rentré en France ? J'ai fait une demande à l'ambassade. Ça marche comme ça. Tu fais une demande de un papier. En fait, je sais plus comment ça s'appelle. Un laissez-passer, il me semble. Et voilà, du coup, je l'ai eu. Mais ça prend 2-3 jours. Je suis allé chez mon boss et je me suis dit, en fait, on est pas mal, vas-y. Il avait une salle pour faire du renfo, tout ça. Il y avait sauna, même, il y avait tout. Et je dis, franchement, vas-y, c'est cool. Lui, mon boss, du coup, qui était chef cuisinier, il a bossé pour Madonna, pour Sting, pour beaucoup de stars. Et il est trop bien, trop fort en tant que cuisinier. Et il me faisait à manger tous les jours, c'était trop bon. J'allais m'entraîner. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, Chicago, en termes performance, ça a été un échec. Mais je me suis dit, je profite de l'endroit. Je suis quand même content d'être là. Et du coup, je suis resté une semaine de plus. Le Kenya, tu pourrais y vivre ? Non, pas du tout. Sans l'athlète, non ? Le Kenya, moi, s'il n'y a pas la course à pied, j'y vais même pas. Ah oui. Pas que j'y vais pas, c'est que ils t'aident. T'as pas grand chose à faire. Ouais. C'est trop bien pour courir parce que t'as cette émulation, t'as des gens qui courent partout. Donc en fait, ça te pousse d'une à aller t'entraîner et de 2 à progresser parce qu'il y a un gros niveau et forcément, tu veux essayer d'accrocher, tu vois les gens, ça te stimule. Donc à ce niveau-là, je trouve ça hyper bien. T'as des chemins de partout. Donc pareil, tu peux courir, tu dis vas-y, je fais cette boucle, le lendemain tu fais celle-là. Il fait tout le temps beau. Donc c'est pareil, ça donne envie. Tu manges hyper sainement. En plus, les camps, c'est des trucs où t'as pas à te poser la question de je dois préparer ceci, cela. T'es avec des gens qui veulent s'entraîner. Donc c'est un monde qui est fait pour ça. Mais par contre, à côté de ça, y a pas grand chose à faire. Ouais. Tu vas aller vraiment au resto, au théâtre, au cinéma, faire un bowling, peu importe, tu vas pas là-bas. Ouais. Tu vois. Il nous reste pas longtemps. Okay. Est-ce que tu penses que les gens te voient comme tu es vraiment ? Je pense que oui. En fait, je pense que je suis assez authentique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie. Donc après, sauf dans certains contextes où on va dire si je suis pas naturel, c'est que je suis pas à l'aise. Tu vois, t'as des contextes où je n'en sais rien. J'allais dire un enterrement, mais un enterrement, c'est normal que je sois pas à l'aise. Mais c'est dans quel milieu que tu te sens pas bien ? Je sais pas, dans un milieu où... Dans n'importe quel business, tu te sentirais bien, des milieux d'argent aujourd'hui, maintenant, oui. Ouais. Après, quand j'étais plus jeune, c'est peut-être... peut-être quand j'ai... trop... où je me dis il faut que je fasse attention à ceci, à cela, parce que je sais pas, j'ai trop d'attentes d'un truc, j'ai peur d'un truc, tu vois, parce que je me dis ça va pas aller. Dans ce cas-là, je serais moins naturel, moins à l'aise, mais je pense qu'aujourd'hui je sais pas, tu vois, j'ai plus de 30 ans, je me dis j'ai pas grand-chose à prouver, j'ai pas beaucoup de contexte, mais j'en sais rien. Si je me retrouve je sais pas, tu te retrouves à la télé ou je sais pas, j'ai un truc au pif, mais tu te retrouves devant des millions de personnes, peut-être que je serais pas à l'aise, tu vois, j'en sais rien, tu vois, dans un contexte qui fait... Ouais. T'as une petite notoriété. Est-ce qu'il y a déjà des commentaires, des remarques qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal ? Ouais, sur le coup, ouais. Mais ça m'a appris à... Je pense que maintenant, T'as des exemples ? Moi, tu sais, j'avais fait l'UTMB il y a 3 ans. J'ai abandonné. Sauf que j'ai couru, j'étais devant au 35e kilomètre. Et du coup... en plus, moi, j'avais parlé du trail, pas en mal, mais pour certains vont dire que j'avais parlé en mal du trail, mais à un moment donné, il y avait une période où... pareil, ça vient de mon frère. Lui, il communiquait sur LinkedIn. Et où j'avais commencé à écrire sur LinkedIn, entre guillemets, grâce à lui. C'était pas mal. Et je m'étais mis à partager un peu mon expérience sur les choses. Et j'avais commencé à dire que la popularité l'emportait sur la performance. C'était sur ça, et j'avais pris comme exemple, j'avais pris les 2 Kylian, en parlant de Kylian Mbappé et Kylian Jornet, en disant qu'en sprint, les gens prenaient beaucoup comme référence Kylian Mbappé, alors qu'en sprint, au final, il aurait
il aurait peut-être un niveau interrégional. Je pense pas qu'il puisse se qualifier à un championnat de France élite, tu vois. Et Kylian Jornet, sur tout ce qui est un petit peu long, on va le prendre comme exemple aussi. Alors que sur un 10 km route, peut-être qu'il peut faire mieux, mais il avait fait à peine moins de 30. Ouais. Ce qui est à peine moins de 30 est un niveau pareil, même régional, tu vois. Et en fait, ces gars-là excellent dans leur discipline. Mais en fait, vu que leur discipline, il y a une part de quand tu fais de l'ultra, il y a une part d'endurance et qu'il y a de sprint dans le foot, et on va les prendre eux comme exemple. Et donc moi j'avais dit que certaines personnes pouvaient être sursollicitées, où on allait penser qu'ils sont meilleurs juste parce qu'ils sont plus connus en fait. Et voilà, et du coup j'avais dit ça, que je sais plus, j'avais utilisé le terme comme quoi c'était pas un extraterrestre, tu vois, Kylian Jornet, et que c'était par rapport à mon père qui m'a dit tu penses que Kylian Jornet il ferait combien sur ça? Je lui dis franchement le truc ça faisait 5 km, je lui dis sur un 5 km j'en sais rien, mais je pense ça se trouve il finirait juste derrière moi, tu vois. Et voilà, et du coup ça m'était venu de faire un post là-dessus par rapport à ça, et là ça avait touché l'ego de beaucoup de trailers. Et après, face à ça, je me souviens qu'à l'UTMB, il y avait un post de Runix comme quoi j'avais abandonné, et beaucoup de trailers qui avaient mis mon truc LinkedIn avec Kylian Jornet, voilà, bien fait et tout. Et voilà, et après, je m'étais retrouvé à avoir des haters entre le fait que je venais de la route et que j'avais pas assez respecté pour eux le trail, et le fait que j'avais pu moi-même faire une critique sur le trail. Voilà. Et ça t'avait blessé? Blessé, ça m'avait oui, j'avais mal pris le fait d'avoir entre guillemets des haters, parce que j'avais pas trop l'habitude, voilà, et que c'est vrai que en fait moi j'ai eu le genre à vouloir un peu argumenter sur les trucs, donc j'avais envie de leur répondre, enfin bref, mais voilà. Et aujourd'hui ça m'est beaucoup plus égal. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans et demi, c'était nouveau, et on va dire que ça me faisait pas plaisir. Ça allait pas m'empêcher de dormir le soir, hein. Mais ça pouvait me donner envie ça m'énervait un peu, ça me donnait envie de répondre, on va dire. Et est-ce que toi qui as un frère jumeau, ça t'aurait fait plus souffrir si la même chose était arrivée à ton frère? Tu vois, moi je sais que si mes enfants sont malades, ça va me plus faire mal à moi que... je préfère être malade moi que eux. En fait, je sais pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je pense dans la vie, je suis hyper pragmatique. Et du coup, quand c'est... par rapport à moi-même, je suis quand même beaucoup. Mais des fois, tu as forcément tes émotions qui prennent le dessus. Par rapport aux autres, j'ai pas moi-même directement les émotions du truc. Donc, je vais essayer d'être pragmatique pour eux. Tu vois, je lui dis, en vrai, ça arrive à mon frère. Je lui dis, en vrai, qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir 3 personnes qui... Voilà. Même par rapport à moi, je me disais ça. Sauf que des fois, vu que tu es directement confronté face à la situation, tu as envie de... Ça te fait pas souffrir de voir ton frère malade, par exemple, parce que tu peux rien, quoi. Ouais. Non. Il n'y a pas ce rapport entre frères jumeaux, je sais pas. Non, si, j'ai pas... Enfin, soit de façon générale, après, pas juste avec mon frère jumeau, avec les gens même les gens avec lesquels je suis proche, forcément, t'as pas envie qu'ils souffrent. Mais je dirais que si, j'aurais, en tout cas, par rapport à... ça me ferait plus de mal si lui souffrait, mais parce que je pars du principe que moi, de toute façon, si je souffre... Enfin... que moi ça va, parce que je pars du principe que je suis fort, et les autres je sais pas s'ils le sont aussi, tu vois, donc mais sinon bon. Ouais. On doit rendre le micro. J'ai une dernière question sans la développer. Ouais. Quel est le livre que tu es en train de lire en ce moment, ou le dernier livre que tu as lu? Putain, non, mais moi je lis presque jamais, et là ça fait depuis depuis 6 ans que t'as pas ouvert un livre? Ça, plus que ça. Je pense que la dernière fois que j'avais ouvert un vrai livre, hein, parce que après je lis des articles, mais sur le téléphone, tu vois, des trucs comme ça, mais maintenant je lis plus de vrais bouquins. Et là, c'est la première fois que je reprends un livre, et d'ailleurs je l'ai dans le sac, et ça faisait, je pense que la dernière fois que j'ai dû lire un livre, je pense que j'étais... C'était la période où j'avais pris un peu de plaisir à la philo, et du coup ça devait être au lycée, en première. Je m'étais un peu avant, même avant que je fasse de la philo, je m'étais mis à lire des livres sur Descartes. Je vais avoir 16 ans, je pense que depuis j'ai plus lu de livre. Et le livre que t'as acheté? Mais je l'ai même pas acheté, c'est ma mère qui me l'a acheté. Franchement, je peux même pas en parler. Je peux en parler off caméra, parce que c'est délicat, mais là je peux même pas en parler, parce que c'est un sujet, peut-être que j'en parlerai plus tard.
Ça Et marche. là, je peux même pas pour l'instant. J'aimerais bien, mais je suis pas sûr que ce soit le bienvenu. Et ben c'est parfait comme chute. Écoute, ça laissera le doute. Ouais. Bon, merci Duncan, c'était intéressant. On a abrégé, mais c'est ta faute. Hein. Bon. Ah ouais, bah ouais, putain. Ouais. Bon, allez, merci Duncan. Bah, merci à toi.